Comment gagner plus d'argent au poker, comment atteindre nos objectifs et comment arriver au top niveau? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en compagnie de mon invité, un top coach de la performance au poker. On va absolument tout aborder avec vous, le côté stratégique bien sûr, comment progresser le plus rapidement possible, quel contenu consommer, se faire coacher oui ou non, et puis aussi évidemment le côté mental, comment se forger un mental de champion et mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Il vous donnera son point de vue de professionnel de la performance et moi je vous donnerai mon point de vue de joueur professionnel de poker qui joue en high stakes. Alors installez-vous bien, profitez, salut. Salut les gars, du coup on est avec Alex qui est coach mindset et performance. C'est un coach qui a énormément d'expérience puisqu'il a coaché des centaines de joueurs je pense jusqu'à présent, c'est ça, hein, plusieurs centaines. Ouais. Je dois dans les 200-300 je dirais. Ouais, tout le monde. Complètement sick. Parmi les meilleurs joueurs français, encore aujourd'hui, t'as quand même dans le très haut du panier, des très bons joueurs. Du coup, on va avoir besoin de toi aujourd'hui. L'idée, ça va être de répondre à la question comment est-ce qu'on peut devenir un bon joueur de poker et dans sa globalité, pas juste quelqu'un qui sait bien jouer, mais quelqu'un qui est un bon grinder dans son ensemble. Et on va essayer d'utiliser un peu tout ton savoir sur tout l'aspect mindset, performance, etc. Et puis moi, je vais essayer de compléter avec mon expérience de joueur pro qui joue encore et assez cher. Et du coup, pour nous mettre dans le bain, j'ai une petite question pour toi, Alex. Comment t'expliques que quand on va sur les EPT, tu vois les tournois les plus relevés du circuit, on voit les top joueurs monde, que ce soit online ou live, parce qu'il y a un peu les deux mondes qui collisionnent sur ces gros événements populaires. On voit les top joueurs live les top joueurs se mettent caisse sur caisse et tu vois, aller complètement à l'encontre de l'image qu'on pourrait se faire de porter sur la performance, hygiène de vie irréprochable et beaucoup de sacrifices pour arriver là où ils en sont. Ok, merci pour cette introduction magnifique. Alors déjà, le premier point, c'est que je pense que ce qu'il faut essayer de faire dans ce genre de questions, toujours de base, salut à tous d'ailleurs, je pense que je vous ai pas dit bonjour, mais pour rentrer dans le vif du sujet, faire attention qu'il n'y ait pas un biais simplement, parce que c'est très facile juste d'aller voir 1, 2, 3, 4 mecs potentiellement qui vont se mettre des caisses et vont performer, et donc on va forcément faire des liens assez directs entre ce mec-là se met des caisses, performe, et du coup on peut performer au poker en se mettant des caisses, mais il y a un clear biais quoi déjà. Ouais, d'ailleurs, j'ai utilisé l'exemple de se mettre des caisses, mais ce que je voulais dire, c'est on entend souvent le mec, il mange n'importe quoi, il a jamais ouvert un solver, hygiène de vie déplorable, etc. Et pourtant, il est au top, il crush tout le monde. C'est plus cette question dans sa globalité. Donc, ouais, disons que c'est pas totalement impossible. Comme par exemple, je sais pas, à l'époque, même encore maintenant, sauf qu'on le sait moins, il va y avoir des joueurs de football de Ligue 1 qui fument. Et qui sont quand même en Ligue 1. Donc maintenant, il y a la question évidemment qui se pose toujours si ce joueur ne fumait pas, où il en serait. Ça ne veut pas dire qu'il serait forcément plus haut, mais il faut faire attention, je pense, avec quel angle en fait on attaque la question. Parce que est-ce que c'est possible de performer à haut niveau au poker sans avoir de préparation mentale, en faisant de la merde, etc. C'est probable, très probable. Maintenant, si on prend ce même joueur avec une hygiène de vie vraiment sain, un sommeil qui est meilleur, du coup derrière une gestion émotionnelle, une gestion du stress, des capacités de concentration, de motivation qui sont bien au-delà de ce qu'il a maintenant, est-ce qu'il serait pas plus performant? Donc voilà. Après, pour conclure, je sais pas, mais en tout cas pour ajouter une deuxième touche à ce sujet-là, je pense que c'était d'autant plus valable à l'époque, moi qui étais sans avoir joué beaucoup de PT ou quoi que ce soit, mais peut-être plus présent en tant que joueur, on va dire vers de 2018 à peut-être avant, en 2008, en fait, j'ai n'importe quoi, de 2008 à 2015-2016, en fait, le poker, c'était un petit peu plus tranquille et peut-être que justement, il n'y avait pas une nécessité de faire ça. Maintenant, avec l'arrivée, je ne vais pas vous apprendre tout ça, mais des solvers, de la manière le jeu qui a totalement changé, forcément que ça nécessite des compétences encore plus hautes et que l'edge, il va se faire sur c'est pas des détails, hein, mais sur une macro-gestion qui peut être bien plus importante que ce qu'elle ne l'était à l'époque, quoi, je pense. Donc voilà, c'est un petit peu confus mon discours, mais pour être très clair et synthétisé, je dirais que c'est pas parce que on peut performer, en effet, même en ayant une hygiène de vie qui n'est pas folle. Maintenant, il y a la vraie question de si tu avais une bonne hygiène de vie, où est-ce que tu en serais, en fait, simplement, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, moi, j'ai pas mal réfléchi à la question puisque
pense que c'est le genre de truc où c'est facile de se faire trap et de dire, bah, en fait, tout ce qui est mindset, performance et tout ça, c'est du bullshit parce qu'il y a X contre-exemples de mecs qui respectent pas ça et pourtant qui performent à très haut niveau. Le premier truc, c'est que je pense que sur ces tournois live, il y a un peu une posture, tu vois. Les gens essayent de renvoyer une image de je suis un petit génie, pour moi c'est facile, j'ai pas besoin de tryhard pour être arrivé au top, etc. Le second, c'est que ces tournois live qui vont attirer certains des top joueurs online, c'est l'occasion pour toute cette partie top joueurs online de décompresser par rapport à leur vrai métier, qui est grinder online et qui est un métier qui est quand même assez solitaire où ils voient pas trop leurs potes joueurs, etc. Et du coup, c'est un peu un aspect vacances pour eux, certes sur des tournois qui sont très chers, mais ils sont pas en train de réellement travailler. En tout cas, c'est pas leur boulot vraiment, quoi. Et enfin, le troisième truc, je pense que évidemment, ça maximiserait les chances des joueurs s'ils avaient en plus cette hygiène de vie et probablement qui serait encore meilleur ou encore plus haut si c'est possible. Mais il y a un truc qui est invisible, c'est la longévité aussi. Dans le sens où peut-être que tu peux faire ça jusqu'à tes 30-35 ans, mais qu'est-ce qui se passe après? Ou peut-être que simplement tu vas crever plus vite, ce genre de truc, quoi. Et tout ça, c'est complètement invisible. Et si on se réfère simplement au succès à l'instant T d'une personne, on n'a qu'une toute petite partie de l'équation qui est visible. Donc, assez intéressant et rigolo comme approche, je trouvais. Ouais, je te rejoins totalement. Si je pouvais ajouter un tout petit truc, encore une fois, j'insisterais sur le biais, un petit peu on peut qualifier de biais du survivant, entre guillemets, ici, ou voilà. Ou oui, c'est pas parce qu'il y a 4-5 contre-exemples. Maintenant, si on faisait une vraie étude sur genre 200 joueurs de poker, qu'on voit, OK, ces mecs-là dorment bien, mangent bien, vont au sport, essayent d'avoir une hygiène de vie qui est correcte et peut-être même un coach mental ou je ne sais quoi, et qu'on prenait un groupe témoin ou peu importe le groupe témoin, mais globalement un autre groupe qui globalement faisait un peu plus de la merde, et qu'en effet, on rajoutait la longévité, parce qu'il y a une question de variance et tout aussi, c'est sûr et certain qu'en fait, on n'a pas les études malheureusement, mais on pourrait être sûr qu'il y a une différence assez nette là-dessus. Le petit point qui peut être intéressant pour conclure sur ça, c'est que je pense que c'est une quasi-obligation d'avoir en effet plutôt cette bonne hygiène de vie, etc., jusqu'à un seuil où peut-être, c'est toi qui la dernière fois qui m'avais parlé de rendement négatif, ou si je prends par exemple une métaphore football, encore une fois avec Neymar, Neymar, Ronaldinho, etc., disons que les mecs ont forcément un cadre de zinzin, parce qu'ils s'entraînent tous les jours, ils mangent plutôt bien, etc. Mais on va aller faire attention, genre au moment où ils vont sortir en boîte, etc. Alors c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, entre guillemets, mais si ça se trouve, ces mecs sont bien plus heureux comme ça. Et si tu leur enlèves ça, en fait, ils ne prennent même plus de plaisir en fait dans la vie de joueur de football professionnel. Donc, je dirais que, en fait, peut-être que, évidemment, qu'il faut toutes ces bases jusqu'à un certain niveau et que peut-être dans les 5% de plus à aller chercher, en fait, il y a des mecs, ce serait contre-productif pour eux parce qu'ils ne prendraient tellement pas de plaisir, par exemple, à aller s'exposer au froid, à prendre des douches froides ou alors avoir des morning routines un petit peu compliquées, etc. Ou que tu te dirais, même si en fait la douche froide est validée scientifiquement et qu'on connaît tous les bienfaits sur différents aspects de l'intérêt de l'exposition au froid, peut-être que ces mecs-là, en fait, il faut juste pas qu'ils le fassent. C'est possible. Mais il y a une base quand même qui est nécessaire, je pense. Voilà un petit peu. Ça roule. Je t'embête une deuxième fois avec une question dans ce genre-là. C'est quoi ta vision de la part du talent au poker? Et c'est très lié à la première question puisque ces joueurs qui tryhardent beaucoup moins, on peut penser qu'ils ont un certain talent pour le jeu. De ton expérience et avec les centaines de joueurs que tu as vu défiler, comment tu quantifierais ça? Je pense qu'elle est vraiment faible, honnêtement, la part de talent pur. C'est tellement compliqué de répondre parce que, tu vois, tu as interviewé récemment le mec qui a gagné Théo. L'interview est sur Spinelli, d'ailleurs, du mec qui a gagné 400K là, sur Party Poker. Alors peut-être que je me trompe sur sa personnalité, mais on a l'impression que c'est un mec qui a jamais vraiment cadré de fou tout ça, tous ses à côté, etc. Et qui a quand même monté les limites assez vite. Il y a une petite part de génie, en tout cas une compréhension du jeu qui est assez intuitive, rapide, etc. Je pense à Mehdi aussi typiquement, tu vois, c'est le mec qui a jamais mis le nez dans les solvers et qui comprend tout bien. Est-ce qu'on appelle ça du talent? Je sais pas. Peut-être plus, à mon avis, une capacité juste à comprendre les choses de manière générale et ils ont tryhard d'une certaine manière aussi en jouant. Je pense honnêtement qu'elle est infime, même s'il y a forcément une part de
le QI, la cognition, où on peut être capé au bout d'un moment, je pense vraiment qu'elle est infime. Je dirais de l'ordre de peut-être 5-10%, c'est dur à quantifier. Après, c'est le travail qui va faire la différence pour moi. Et peut-être que si on parle de talent, ça va plus être des traits de personnalité liés à l'aversion au risque ou des choses comme ça. Ouais, je pense que d'un point de vue éducation, d'un point de vue environnement, etc., c'est ce qui peut aussi beaucoup faire la diff entre un mec qui va réussir au poker et un autre non. Et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que si tous les mathématiciens jouaient au poker, on se ferait bien défoncer. Enfin, moi ça va, je veux plus, mais ce serait plus compliqué, je pense, pour l'écosystème de manière générale, quoi. Je pense qu'on a de la chance que le poker ait encore une réputation un peu sulfureuse, parce que sinon on aurait beaucoup plus de profils un peu génie des maths ou genre et ce serait compliqué. Mehdi m'avait expliqué, donc Mehdi et Théo, tous les deux, ce qu'on pourrait qualifier de joueurs talentueux avec un peu de génie, quoi. Ouais. Mais Mehdi m'avait expliqué que pour lui, c'était principalement de l'empathie, en fait, que genre il arrivait bien à se mettre à la place des gens. Et du coup, au poker, c'est un skill qui est super important, quoi. Si t'arrives à rentrer dans leur tête, à comprendre comment ils réfléchissent. Et si tu t'en fous des gens dans la vie, c'est compliqué, quoi. Si t'as aucune sensibilité sur comment les gens vont se sentir et tout. C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est un argument en sa faveur, c'est vrai. Il y a un truc qui est super intéressant. Je pense que c'est un travail que je vais vraiment faire en profondeur, mais tu sais, il y a un test de personnalité qui est vraiment communément admis dans la communauté scientifique et bien utilisé par les psychologues, qui s'appelle le Big Five. À pas confondre avec le MBTI, etc., où là, c'est totalement bullshit. En fait, on n'a qu'un test à l'heure actuelle qui vraiment est intéressant quant aux traits de personnalité d'une personne, etc. Et ce Big Five, en fait, moi, c'est quelque chose que, alors, en toute, on va dire que ce n'est pas totalement précis parce qu'en réalité, il faudrait le faire avec un psychologue, etc. Mais on a quand même des tests online qui se rapprochent vraiment pas mal de ça. Et typiquement, ce test-là, je pense que bien fait, peut déterminer plus ou moins un mec qui aura prédire, on va dire, un mec qui aura des compétences ou non à réussir dans le poker, parce que simplement les traits qui sont mesurés là-dedans sont corrélés à une capacité à grind à haut niveau, etc. Et je trouve ça vraiment pertinent. Ça va dans le sens de Mehdi, où tu me parles d'empathie, là, pour le coup. Je pense qu'il y a des traits de personnalité qui sont totalement mesurables et qui peuvent définir si un mec va réussir dans le poker ou pas, quoi. Voilà, avec un taux de prédictibilité peut-être pas à 100%, mais c'est intéressant, quoi, je pense. Ouais. Pour conclure sur le talent, je dirais que c'est un truc qui peut faciliter sans doute certaines trajectoires, mais par contre, un manque de talent est pas un facteur limitant dans la réussite. Ouais. Et même, il y a peut-être le cas où un trop plein de talent, tu vois, qu'après un mec, à un certain point, puisque en fait, impossible de travailler quand on l'a jamais fait de sa vie et quand on estime que on n'a pas besoin de travailler pour réussir. Et il y a un moment où on en connaît aussi quelques joueurs qui ont jamais bossé de leur vie, qui ont crush le point .fr, mais qui pourraient pas aller beaucoup plus haut sans changer beaucoup de choses, quoi, dans leur approche du jeu. Je te rejoins totalement. Mais c'est parce que, là, faut pas qu'on s'éloigne trop de la question, mais regarde, si on parle de gestion émotionnelle, de gestion du stress, tu vois, même si on a des outils pour travailler tout ça, il y a des traits de personnalité qui ont bien plus de facilité à gérer tout ça. Et je pense que tu peux avoir beaucoup de talent. Par exemple, à côté, avoir des troubles, je sais pas, addictifs, peu importe, et totalement rater ta carrière à cause de ça. Donc, tu vois, il y a trop de critères qui déterminent une réussite à haut niveau pour un joueur de poker, quoi. On s'éloigne du coup de la question du talent, mais je pense que tu peux avoir beaucoup de talent et être incapable de gérer tes émotions et ne jamais y arriver pour X raisons liées à ton éducation, ton environnement, encore une fois, peu importe. Et voilà, c'est triste, mais bon, c'est la vie, quoi. Ouais. Bon, après cette petite parenthèse qui a duré un bout de temps déjà, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et avec un cas pratique. En gros, on est un joueur relativement débutant, on a été pris d'intérêt par le poker et on a envie de faire les choses correctement et de progresser le plus rapidement possible. En gros, de devenir bon et pas simplement un bon joueur techniquement, mais un bon grinder, donc quelqu'un qui va être capable de volume et d'enchaîner les mois sérieux et d'en faire quelque part son métier ou en tout cas une source de revenus importante.
Donc on commence vraiment à quasi zéro d'un point de vue technique. On connaît les règles et on a été un peu piqué par le jeu, quoi. Ça a excité notre intérêt. Comment on fait maintenant? Tu veux répondre à la question en premier? Vas-y, je vais. Ouais, je pense que la première chose quand on se lance dans ce genre de truc, c'est s'assurer qu'on aime bien ce qu'on s'apprête à faire. Et sinon, c'est l'équivalent de ramer à contre-courant, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment un facteur limitant dans le fait d'y arriver ou pas. Si tout est un effort parce qu'on n'a pas envie de le faire ou que on n'y prend aucun plaisir, qu'on n'est pas intéressé par ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est probable qu'il faille choisir quelque chose d'autre. J'écoute beaucoup d'interviews de sportifs de très haut niveau et ils racontent un peu comment ils sont tombés dans le basket ou dans n'importe quel sport. Et ils disent, souvent, on pourrait se dire, ouais, j'ai eu un père qui m'a mis dedans et du coup, j'ai tryhard depuis que j'étais tout petit. En fait, c'est des gens qui ont fait plein de sports, un peu touche à tout. Et celui qu'ils ont continué, c'est celui dans lequel ils étaient le meilleur parce que c'était ça qui les faisait kiffer, quoi. Et du coup, il y a le fait qu'ils aiment le sport, ça a eu un impact. En fait, le fait qu'ils soient bons, ça s'est auto-entretenu avec le fait qu'ils aiment le sport en même temps. Et l'un peut pas aller sans l'autre pour moi. Il y a toujours des exceptions. Il y a Agassi qui disait qu'il détestait le tennis. Mais ça reste des exceptions, tout comme les gens qui ont une hygiène de vie pitoyable, qui arrivent à performer à très haut niveau. Donc pour moi, c'est la priorité, s'assurer que on s'apprête à faire quelque chose qu'on a réellement envie de faire, quoi. Est-ce que tu penses que cet amour, entre guillemets, pour le poker, en fait, peut se développer en partant d'un cas où, en fait, t'es pas sûr que t'aimes bien et finalement, tu trouves un intérêt petit à petit? Bien sûr, ouais. Mais de toute façon, c'est un jeu qui est riche, donc au fur et à mesure que tu l'explores, il y a de plus en plus de raisons de l'aimer, quoi, ouais. Et d'être intéressé par le jeu. Par contre, je pense que si au fur et à mesure de tes découvertes sur le jeu, tu te dis ouais, je me fais chier, mais bon, je vais continuer parce que c'est ce que j'ai décidé ou parce que y a de l'argent à gagner, etc. Ça va être chaud, quoi. Ouais, bien sûr. Je peux caler dans ton sens sur la nécessité d'être passionné, ou en tout cas d'aimer vraiment bien son activité pour réussir. Ouais, je suis d'accord, de fou. Ok, est-ce qu'il y a des trucs à faire, du coup, tu vois, si t'es pas sûr encore, est-ce qu'il y a des trucs à faire pour un peu mettre la petite étincelle qui va démarrer cette passion ou faire en sorte que tu vois, est-ce qu'il y a des trucs pour faciliter ça, ou c'est vraiment juste un truc qui te tombe dessus, ça te plaît et c'est comme ça, quoi? Non, je pense que déjà c'est intéressant. Je sais pas si je réponds totalement à ta question, mais d'avoir peut-être au départ une approche assez holistique et générale de la chose, pour voir déjà si on aime aussi bien jouer que travailler son jeu, que travailler en groupe, par exemple. Je pense que c'est important en tant que joueur de poker. Faire attention, je dirais, de ne pas juste aimer jouer, parce que je suis pas convaincu que ça mène vers que des bonnes choses. Si vraiment on déteste ce qu'est l'essence du poker, à savoir essayer de comprendre vraiment les choses, etc., et qu'on prend juste du plaisir à cliquer, bon, pas à 100%, mais on tend quand même vers des gens qui juste vont développer des addictions ou voilà, un amour pour l'argent plus que pour le jeu en tant que tel. Donc, je dirais juste faire attention à ça. Peut-être que je suis un peu à côté de la plaque dans ma réponse, mais faire attention qu'on aime vraiment ce qu'est le poker, travailler, essayer de comprendre les rouages du jeu, etc. C'est super important. Et je dirais que si on trouve du plaisir là-dedans, c'est déjà un super signe pour la suite, plutôt que juste l'inverse, quoi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se trompent un peu là-dedans, qui est un peu comme un mirage, enfin pas un mirage, mais un truc de ouais, je vais réussir là-dedans parce que c'est facile, je peux cliquer. Et en même temps, c'est facile, je n'ai pas besoin de travailler, etc. Mais au bout d'un moment, ça pose toujours des problèmes s'il n'y a pas une volonté de comprendre. Je dirais que c'est ça, la compréhension du truc, quoi. C'est super important, je pense. Ouais, le souci que vont rencontrer ce genre de joueurs aussi, c'est que peut-être que leur compréhension actuelle ou leur méthode actuelle suffisent à battre l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais
c'est un environnement qui évolue vite, quoi. Le poker de 2024 a rien à voir avec le poker de 2018, qui a rien à voir avec celui de 2010, etc., etc., quoi. En 15 ans, il y a très peu de disciplines compétitives qui ont autant évolué que le poker. Si on compare les échecs, par exemple, il y a eu une révolution aux échecs parce qu'il y a eu l'arrivée du online et puis ensuite la popularité grâce à la série Netflix. Mais le jeu en lui-même, c'est toujours les mêmes stratégies qui se sont un tout petit peu affinées, alors que le poker, il y a vraiment des révolutions très souvent qui se sont produites sur ces 15 dernières années, quoi. Et les rooms aussi peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, augmenter le rake, ce qui fait que on doit être plus fort proportionnellement. Donc il y a pas que nos adversaires, mais il y a aussi on joue aussi contre les rooms. Ce qui est un peu unique comme discipline compétitive où on a deux adversaires à la fois, quoi. Ouais, carrément. Je te rejoins. Je dirais que la curiosité, elle est importante au final, même envers soi-même. Tu vois, je suis toujours très rassuré par un mec qui démarre au poker et qui a envie de mettre un cadre de performance, qui a envie de comprendre, comme je disais, comment le jeu fonctionne, etc. Un mec qui a pas du tout cette curiosité, en fait, c'est ça le terme. Je pense que c'est pas bon signe de manière générale, tu vois. Mais bon, après, ça se développe aussi, certainement. En gros, les profils qui ont le mieux réussi ever chez Spin Elite, c'est deux joueurs qui nous ont rejoints en étant assez jeunes et qui sont devenus millionnaires assez rapidement grâce au poker. Ouais. Et les deux, c'était incroyable la curiosité dont ils faisaient preuve sur le jeu, quoi. Dans le sens où ils allaient déjà remettre en question tout ce qu'on leur disait, donc essayer de comprendre à fond tout ce qu'on leur disait et pas simplement l'appliquer. Pas en mode tu dis n'importe quoi ou quoi, mais j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et de leur côté, en plus, ils allaient bosser pour mettre au point des stratégies qui leur étaient propres et toujours essayer de dépasser en fait les connaissances qu'on avait pu leur transmettre ou qu'ils avaient pu acquérir par l'expérience ou quoi. C'est insane. Je te rejoins totalement. Curiosité, compréhension. Je pense que voilà, si on devait synthétiser deux choses, mais ça, de toute façon, la curiosité mène à la compréhension. Je suis un mec à peu près smart. La compréhension profonde. Tu vois, comme tu dis, capacité de remettre en question, mais parce que je veux comprendre, juste pas pour dire voilà, t'as tort ou quoi que ce soit. C'est rare ces profils. C'est vraiment rare. Et on va pas citer de nom évidemment, mais il y a des profils totalement inverses et on sait qu'ils sont stuck. Ça va être difficile pour eux d'aller très haut parce que justement il n'y a pas cette flamme. Ça joue pour survivre, ça joue pour gagner 2K par mois, etc. Sans dire c'est pas bien, tu joues pour gagner 2K, c'est pas ça le truc. Mais c'est qu'il y a rien derrière. 2 mois après ils sont encore en train de travailler les mêmes spots, il y a un problème. Ouais. Ok, donc ça c'était vraiment la toute base, quoi. On veut commencer par aimer le jeu. Et la suite de cette question, c'est pour moi, c'est important d'apprendre à jouer dans un premier temps. Pas les règles, hein, mais tu vois, le focus primordial, ça devrait être essayer de progresser, essayer d'atteindre un niveau plancher, on va dire, qui fait qu'on va pouvoir s'en sortir un peu aux tables. Et après, éventuellement ajouter des trucs type mindset, etc. Je pense que toi, tu vas dire, tu vas être un peu plus nuancé. Tu vas dire qu'il faudrait faire les deux. Non, en fait, en vrai, quand je dis ça, je te comprends et j'essaie vraiment de m'extirper de juste du rôle du coach mindset qui va dire que forcément, non. Je vais être plus nuancé sur 2 points. Je dirais l'apprentissage, parce que une structure d'apprentissage, que ce soit à travers la captation d'informations, la mémorisation, juste la capacité à apprendre, donc à se concentrer aussi également. En fait, tout ça, ça fait partie du mindset, à proprement parler. Qu'est-ce qu'on met dans le mindset? Donc, ces qualités-là, si le mec, via des outils ou quoi que ce soit, il arrive à les développer, même en jouant en 2 euros, en fait, c'est des choses qu'il n'aura pas à apprendre plus tard. Et c'est juste génial dans son apprentissage de manière générale. Au-delà de ça, forcément, je vais pousser aussi, notamment sur la gestion émotionnelle, que c'est un skill pour moi, plus tu le développes rapidement, en low stakes, en te confrontant à des sommes qui ne sont pas pour l'instant impactantes pour toi, plus tu es en mesure de travailler avec ça, plus dès que tu vas arriver à des sommes qui ont un enjeu réel sur ta vie, des 1500, 2000, etc., si tu avais ce genre de salaire avant, plus tu seras en mesure de les gérer. Plutôt que d'avoir juste eu, entre guillemets, cet aspect technique, même si je te rejoins, il est fondamental. Je dis pas que le mindset est avant, ça veut rien dire. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on met dans le mindset? En fait, tu vas gérer les swings de manière un peu mieux, tu vas gérer les shots de manière un peu plus intéressante, parce que tu auras déjà tous ces outils. Donc, c'est pour ça que, tu sais, il y a 3-4 ans, je me souviens, un petit peu plus maintenant, quand tu m'as recruté en tant que coach mindset chez SE, je sais que tu bossais avec Elliot à l'époque, Elliot Rowe, et tu m'avais dit un truc qui m'a pas mal marqué, en mode, ouais, mais Alex, de toute façon, ça sert à rien de coacher les mecs en 2-5, etc., parce que Elliot me l'a dit, etc.
Et moi, j'étais là, bah, bon, il a probablement raison, parce que déjà, c'est vraiment un top coach qui a encore 10 fois mon niveau à l'heure actuelle. Et bon, il y avait peut-être derrière d'autres paramètres à prendre en considération On va en dans ce parler, ouais. coaching-là. On en parlera. Mais plus j'avance et plus je suis expérimenté dans le domaine, plus j'ai vraiment la pensée inverse. Et là, parfois, tu vois, il y a des mecs, ça va dépendre du profil. Encore une fois, si je vois qu'il est intéressé, etc. Mais il y a des mecs, parfois, ils rentrent chez SE en 2, 5 euros. Je pense pas qu'il faille les suivre mentalement de fou. Par contre, je suis tellement heureux d'avoir 1 heure avec eux par mois, ne serait-ce que 2 ou 3 heures au tout début sur les 2, 3 premiers mois, pour les aider vraiment à structurer ces bases-là, ces fondamentaux du mindset, qui en parallèle d'une bonne approche technique, bah, ça va être juste insane pour la suite. Donc, si on parle de suivi, genre toutes les semaines, en mode vas-y, let's go, etc., peut-être pas, je te rejoins. Par contre, je pense que tout joueur, en démarrant, doit avoir 2, 3, 4 heures qui vont permettre d'établir une bonne base à ce niveau-là, quoi. En gros, Elliot, je pense qu'il m'a dit ça en prenant en compte son taux horaire qui était Ouais. déjà à l'époque de $200 de l'heure et je crois que ça a explosé encore depuis. Et son point de vue, c'était bah vous pouvez pas investir autant de ressources sur des joueurs qui jouent aussi bas ou qui sont encore au balbutiement de leur carrière. Et par contre, en posant la question, moi, j'avais vraiment cette opinion de ouais, il faut d'abord des bases techniques, mais en fait, c'est vrai qu'il y a rien qui empêche de travailler les deux en même temps et ne serait-ce que via une formation de 3-4 heures ou la lecture d'une petite collection d'articles ou ce genre de choses, c'est sûr que ça va être ultra bénéfique. Et clairement, c'est mieux de se prendre le mur et d'être confronté à ces problématiques-là quand on est en low stakes que quand on commence à jouer pour des montants bien plus importants et qu'on a un impact aussi plus important sur notre vie parce qu'à ce moment-là, on est passé professionnel ou que donc on dépend des rentrées financières du poker, etc. Et si tout a été, si les fondations ont été bien posées avant, ça peut éviter beaucoup de problèmes. Du coup, joueur de 2-5 euros MTT, Spin ou NL10 Cash Game, on va dire, débutant et break-even, pas un niveau formidable, donc pas avec des ressources financières très élevées. Comment est-ce que je travaille mon mindset en parallèle de ma technique? Je pense que c'est bien parfois j'aime bien un peu casser les codes du mindset. J'en peux plus de ce terme en réalité parce que Ah, nice. ça veut rien dire, quoi. C'est travaille ton état d'esprit, quoi. Enfin, c'est quoi le projet? Alors, on sait ce qu'on met dedans plus ou moins. Mais moi, je l'utilise parce que je le trouve bien plus élégant que coach mental, tu vois. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas une critique quand je dis mindset. C'est juste que ce terme, je l'aime pas. Personnellement, je sais pas si j'ai inventé ce terme. Ça se trouve, d'autres personnes l'ont déjà. Donc, je vais pas dire que je suis à la source de ça. Mais j'aime bien parler de psychologie de la performance. Parce que, en gros. Ok, monsieur, pardon. Non, mais c'est en gros, genre, comment je vais m'arranger pour justement travailler sur tout ça, gestion des émotions, du stress, concentration, estime de soi, motivation, au service de la performance. C'est différent d'un psychologue où peut-être il va plus dans le traitement de certaines problématiques, etc. Et donc, pour répondre à ta question de manière très claire, moi, j'ai tout un, je n'ai pas envie de parler de ma méthodologie, clairement, mais j'ai tout un process où j'ai essayé d'établir en fait absolument tous les aspects qui nécessitent de performer avec des pondérations. Genre, par exemple, je vais mettre le sommeil, genre c'est un critère 10 sur 10 dans ta vie, mais pour la performance encore plus. L'alimentation, je vais estimer que c'est important, mais qu'on n'est pas obligé d'être tu vois, un fou et complètement drastique là-dessus pour pouvoir performer au poker. Donc, je vais essayer de voir un petit peu les différents axes. Donc, d'abord sur un bloc énergétique, sommeil, alimentation, sport, side tips, genre en mode méditation, douche froide, exposition à la lumière du jour le matin, toutes des choses qui ont été vraiment démontrées avec pas mal d'études scientifiques là-dessus, et qui vont avoir un impact soit sur la régulation du sommeil, soit sur l'énergie, soit sur la concentration, enfin voilà, c'est un peu, il y a de l'interdépendance partout. Donc ça, c'est mon bloc énergétique de base, tout ce qui est en haut là, avec pas mal de choses dans les side tips, et je vais essayer de voir déjà s'il y a des gros leaks là-dessus. Un mec déjà qui me dit qu'il dort mal, qui dort 4 heures par nuit et qui pense que c'est comme ça, etc. Ou alors qu'il y a une irrégularité totale dans son sommeil. Pour moi, ça va être ma priorité avec lui parce que le sommeil, c'est un truc que j'ai poncé de fou et qui a un impact derrière sur trop de choses. C'est-à-dire que tu veux rebondir, excuse-moi. Donc, pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, si tu as l'occasion de bosser avec un mec, la première chose que tu vas essayer de corriger chez lui, s'il y a un leak, tu vois, c'est le sommeil.
Ça va être la priorité absolue. Ça va être la priorité. Avant toutes les considérations de tilt, gestion des swings et tout ça, c'est en premier le sommeil. Oui, parce qu'en fait, typiquement la régulation émotionnelle ou la concentration, par exemple, les liens sont trop directs avec le sommeil. Et donc, par exemple, moi, j'ai déjà des mecs qui me disent, ouais, Alex, j'ai des problèmes de concentration, je n'y arrive pas, etc. Ok, comment tu dors? Juste parle-moi de ça déjà dans un premier temps. Et en fait, on est obligé de fonctionner avec un système pyramidal. Et d'abord, on va réfléchir à ça. Et ensuite, dès qu'on voit que toutes les bases sont plutôt bonnes, eh bien, alors derrière, on va aller travailler en effet, pourquoi, qu'est-ce qui bloque? Ok, là-dessus. Et on va aller vraiment précisément voir pick up la concentration. Donc après, ça va dépendre honnêtement des mecs avec qui je bosse. Si le mec il vient genre, tu vois, via SE par exemple, c'est possible que je le fasse pas parce que je vais avoir un coaching parfois une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Si par contre je commence à avoir le mec en suivi et que je sais que je vais l'avoir pour 6 mois, le sommeil sera très rapidement abordé, c'est évident. Un autre mec qui hors SE va me dire, je vais te prendre un programme 3 mois, 6 mois, etc. On va prendre, comme je te dis, toute cette structure que j'ai mis en place et on va réfléchir d'abord au bloc énergétique. Et ensuite, on va redescendre en dessous, quoi. Mais il faut impérativement que je m'assure que ça, c'est bon avant de passer au reste, quoi. Ça, c'est trop important, clairement. Est-ce que pour essayer de briser un mythe, en gros, tu vois, il y a cette notion dans les grandes banques d'affaires, type HSBC ou d'autres, que on entend souvent parler des stagiaires ou des traders qui font des semaines de 70 heures de boulot, qui dorment 4 heures par nuit, etc. Et que, de toute façon, t'as pas le choix si tu veux être performant, t'es obligé et compétitif par rapport à tes collègues qui sont aussi tes concurrents pour obtenir des promotions, etc. et grimper dans la boîte. La croyance commune, c'est qu'il faut se mettre à niveau et du coup faire comme j'ai pas mal d'amis qui bossent dans des cabinets d'avocats parisiens. En gros, c'est insane, quoi. Enfin, genre, c'est pas un mythe, c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'ai un pote enterrement de vie de garçon de son meilleur ami, il est arrivé le samedi matin à 10h alors qu'on avait commencé le vendredi matin, puisque en fait il a dû bosser jusqu'au vendredi soir 2h du mat, quoi, tu vois. Donc qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Est-ce que c'est le système qui est complètement niqué et où les gens se focalisent sur les mauvaises choses et pensent que en privant les gens de sommeil, en les faisant travailler plus d'heures, ils vont obtenir des meilleurs rendements? Ou est-ce que à un certain moment, tu dois juste faire les heures et étant donné qu'on est limité en termes de temps, la seule variable d'ajustement, c'est le sommeil. Pour moi, c'est clairement la seule variable. Je pense qu'il y a une course à quelque chose. Déjà, bon, je sais pas si la métaphore, j'arriverai à faire des liens avec le poker de manière directe, parce que on a évidemment qu'il y a de la concurrence, mais c'est nous contre nous-mêmes d'abord, entre guillemets. Et je pense qu'on peut être très performant sans chercher une course à quelque chose, tu vois, une course au temps peut-être ou quoi que ce soit. Mais je pense que si j'essaie de travailler avec ces gars-là, je pense qu'il y a vraiment un mythe à casser. Et je serais très, très curieux de voir un gars qui essaye d'abord de prioriser son sommeil et ensuite qui travaille, par exemple, encore une fois, sur sa gestion des tâches générales, sur l'optimisation de pas mal de choses dans sa journée, etc., mais en focusant d'abord sur le sommeil, voir ce que ça donne. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas travailler 15 heures si en effet, ça demande de travailler 15 heures. Mais ouais, je suis vraiment convaincu de ça. En fait, je suis surtout trop convaincu, et c'est pas pour le coup de la conviction, mais je connais trop les impacts catastrophiques d'un manque de sommeil sur les aspects liés à la performance ou juste à l'espérance de vie en bonne santé pour en fait négliger ça. C'est une hérésie totale, que ce soit sur du court ou long terme. Donc, à partir de ce moment-là, je cherche pas plus loin, quoi. Et vamos. Ce qui est fou, c'est qu'à un moment, c'était sexy de dormir peu. Et tu vois, il y avait une espèce de compétition de dire, ouais, moi, j'ai besoin que de 5 heures de sommeil par nuit et tout. Et je crois que les stats, c'est un truc complètement ouf. Genre, il y a moins de 1% des gens qui ont besoin de moins de 7 heures de sommeil par nuit, un truc comme ça. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est un truc vraiment délirant, quoi. C'est exactement ça. Et exactement, c'est comme une courbe de Gauss, un petit peu, où tu as une population très faible, de 1 à 5%, qui a besoin de... Alors, pas 1% exactement, moins de 7 heures, c'est peut-être de 1 à 5% quand même, genre moins de 7 heures. Parce que dormir 6h30, c'est pas dramatique. En réalité, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent là-dedans. Par contre, genre en dessous de 5h30, on réfléchit plus en termes de cycle que d'heures. Mais en dessous de 5h, 5h30, genre, c'est quasiment pas possible. Donc, c'est très, très rare. Donc, des gens qui me disent ça, et ouais, moi, c'est mes habitudes. En fait, il y a bien plus de probabilité qu'il soit dans l'erreur et qu'il ait une dette de sommeil cumulative catastrophique.
plutôt qu'en fait ce soit vraiment son chronotype ou son mode de fonctionnement, enfin son horloge biologique qui est réglé comme ça. Donc, pour conclure sur ce sujet, ça c'est aussi valable pour les et d'ailleurs on retrouve ça beaucoup plus chez les joueurs de sommeil, chez les joueurs de poker dans le sommeil, pardon, les joueurs de sommeil, des mecs qui vont me dire ouais moi c'est comme ça, j'ai besoin de 9 heures. Genre, c'est pas vrai. C'est juste un gros flemmard et en gros, t'as pris l'habitude de rester au lit, etc. Mais t'as pas besoin de 9 heures généralement et il faut d'abord qu'on réfléchisse à ça, quoi. Un des deux joueurs qui est devenu millionnaire en passant chez SE et qui était parmi les très curieux, tu vois. Il me dit avoir besoin d'au moins 11 heures de sommeil par nuit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En vrai, c'est pas possible. Je sais qu'il va peut-être, tu vas nous regarder et il va dire ouais, mais les gars, vous me connaissez pas, je suis sûr et tout. Je sais même pas qui c'est, mais c'est sûr que c'est n'importe quoi en fait. Enfin, il va passer sur la chaîne un moment dans les semaines qui viennent. Eh ben, j'aimerais bien qu'il m'explique sa théorie là-dessus. En gros, je lui poserai la question, promis. Je lui poserai la question en live. Je pense qu'il va défendre son point de vue, mais encore une fois, c'est une question de statistique et de probabilité. C'est un mec qui dit ça. De base, il y a littéralement 99% de chances qu'il se trompe. Après, s'il est dans les 1%, bah ok, genre tant mieux pour lui. Mais pourquoi pas d'abord aller creuser le fait qu'il se trompe? Parce qu'en fait, 99% des gens se trompent dans cette situation. Donc, et le problème, c'est qu'on en vient à ancrer des conditionnements comme ça. Et après, on envoie même des messages constants à notre cerveau en fait, j'ai besoin. Ce qui fait que quand tu dors 9 heures, bah, tu te persuades qu'en fait, tu as une dette de sommeil. Et en fait, c'est juste catastrophique, quoi. Genre, j'ai dormi que 9 heures cette nuit, il faut que je fasse 13 la nuit prochaine. C'est ça. Non, mais ouais, ça va encore pire. Mais bref, à la limite, bah, peut-être que je parlerai avec lui à l'occasion, mais si vraiment il pense qu'il a besoin de 11 heures, il faut qu'il aille voir un médecin du sommeil, une clinique du sommeil, qui fasse des IRM, qui voit un peu ce qui se passe, etc. Et il aura la réponse à sa question et ça va peut-être très certainement d'ailleurs casser un mythe. Et on va lui dire que voilà. Ouais, mais dans tous les cas, il faut qu'il fasse ça parce que même s'il a réellement besoin de 11 heures de sommeil, c'est probablement lié à un truc du genre apnée du sommeil ou tu vois, un truc grave qui doit être checké rapidement, quoi. Exactement, problème cardiaque potentiellement, on le fait bien flipper maintenant, mais ça peut être le cas. Ouais, on espère que tout va bien. Bien sûr. Du coup, tu parles de ce premier bloc énergétique et moi, le sommeil, j'essaie de vraiment faire attention. Je pense que je dors au moins 8 heures par nuit en moyenne. Je sais, je fais pas mal de sport et je sais que ça augmente les besoins en sommeil. Donc, t'es d'accord avec ça? Pas forcément. Enfin, qualité du sommeil, pas forcément un nombre d'heures. Ok, ça marche. Mais par contre, t'as mentionné un autre point sur ton bloc énergétique et c'est la douche froide. Et moi, j'ai toujours considéré, tu vois, que c'était dans le truc... Dev perso à la con et tout. Non, je sais qu'il y a des bénéfices, etc. Mais pour moi, c'est dans les 5% dont tu parlais avec Neymar, quoi. Ouais, exactement. Ok. C'est pas parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, je me suis dit, est-ce qu'on doit tous commencer à prendre des douches froides maintenant? Ou J'ai un mec, je vais pas en parler. Enfin, je vais pas dire son nom, mais je pense qu'il va se retrouver là-dedans. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut bien faire attention, c'est que c'est pas parce que quelque chose est bon pour toi et même est démontré scientifiquement que tu peux et que tu dois le mettre en place dans ta journée. Parce que j'ai déjà vu des mecs full dans le dev perso, etc. et qui derrière vont même, encore une fois, aller chercher la validité scientifique de l'idée parce qu'on en discute ou quoi, ouais, machin, etc. Donc, ils vont se mettre à fond dans les douches froides et ils vont aller s'exposer à la lumière du jour dès le matin. Ils vont avoir des routines parfaites. Et derrière, je lui demande, mais comment tu travailles ton jeu? Mec, attends, c'est quoi ton projet, en fait? C'est de gagner au poker? Ou c'est juste d'être un boss du dev perso, entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment des fondamentaux. Le sommeil, pour moi, c'est tu peux pas réfléchir à ça. C'est que c'est sûr, il faut que tu y ailles. D'accord? Ça, le sommeil, ton sommeil doit être parfait. Qui que tu sois, même si tu joues pas au poker, etc., tu dois avoir un sommeil parfait. C'est vraiment trop important. Et ensuite, évidemment, peut-être travail du jeu solide, méthode d'apprentissage, etc. Et dès que tout ça, c'est en place, peut-être tu viens ajouter les side tips qui sont, comme tu l'as très bien dit, de l'ordre du plus 5% à aller chercher. Mais c'est d'une débilité totale d'essayer d'avoir la vie parfaite. Si en fait tu fais pas de volume, ou en tout cas si tu veux être joueur pro, hein, si tu fais pas trop de volume et que tu travailles ton jeu comme une grosse merde, bah c'est pas bien. Enfin, tu vois pas il y a quand même des priorités. Tu vois ce que je veux dire? Et même là-dessus, j'imagine qu'il faudrait y prendre un peu plaisir aussi à chercher ces petites optimisations et tout, parce que si c'est
Si c'est une contrainte, que c'est un truc où tu le fais juste pour le faire parce que t'as lu que c'était bien et que mais que ça te fait chier, Ouais. je sais pas si c'est vraiment un net positif pour toi au final, quoi. Je suis totalement d'accord. À la fin, oui, à la fois, peut-être tu vas prendre du plaisir au bout d'un moment, ça te fera moins chier, mais je pense, là où tu as totalement raison, on va se rejoindre, c'est que c'est de l'optimisation. Par exemple, si je te prends la méditation, c'est pas de l'optimisation. Douche froide, c'est de l'optimisation. Lumière du jour le matin, c'est une forme d'optimisation, je pense. Euh, Tu vois, enfin, plein de petites choses comme ça. Si par exemple, un mec, il consomme genre, je vais faire une mini digression, mais qui n'en est pas une vraiment. Un mec, j'ai un jour un mec, un joueur de poker qui m'a dit, moi, je bois 10 canettes de coca par jour. Je suis, mais Ah bah, notre coaching du mois prochain, on va peut-être le mettre la semaine prochaine parce que je suis pas sûr que tu seras là pour le prochain. Vas-y, tu veux pas m'acheter un pack de 10 heures? Et... je suis mort. Non, mais... Et, tu vois, ce gars, bah, en gros, viens, on va travailler sur ça et c'est pas de l'optimisation. Par contre, le mec qui me dit, bah, en vrai, je consomme un peu trop de sucre, etc. Ça en vient de l'optimisation parce que évidemment que c'est pas bon pour ton poker, c'est sûr et certain. Et viens, on va réfléchir à quand tu consommes tes glucides, etc. On va essayer de comprendre les bases. Mais en fait, bah, il y a quand même d'autres choses à faire peut-être avant, regarder que ton apprentissage soit solide, etc. Tu vois, on s'entend. Il y a toujours des priorités à mettre en place. Et ça pour le coup, pardon, je pense que l'ordre des priorités dans toute ta macro, plus travail technique, plus machin, etc., tu dois être en mesure de la comprendre et de voir vers quoi tu dois mettre ton attention sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et ensuite, comme tu le dis, peut-être que tu viendras ajouter quelque chose ou modifier quelque chose petit à petit. Mais ouais. Très intéressant. On parle un peu de l'aspect technique et stratégique du poker. Et en gros, moi, j'étais, que ce soit dans le poker ou un autre jeu où j'étais à très haut niveau, en gros, j'attribue ma progression stratégique et technique à deux aspects. Le premier, c'est le coaching, où que des gens qui ont déjà compris un concept me l'expliquent. Ça évite tout ce processus où tu dois créer des connexions dans ton cerveau, essayer de comprendre des choses auxquelles tu n'as jamais réfléchi, les connecter entre elles et enfin arriver à maîtriser une idée. Et du coup, quand quelqu'un est capable de te mâcher tout ce travail en te retraçant les étapes et à la fin, tu as complètement maîtrisé l'idée, ça fait gagner un temps qui est énorme que tu vas pouvoir passer, par exemple, à aller encore plus loin que l'idée qui t'a été apprise. Ça, c'est le premier aspect et c'est ce que j'ai essayé de reproduire chez Spinelli et d'avoir un maximum de coaching et de transmission de concepts maîtrisés de coach à élève. La deuxième caractéristique, c'est que dans les deux jeux, je me suis retrouvé à ce que ce soit le centre de mes préoccupations, hors mes préoccupations vitales, tu vois, comme dormir, faire du sport et tout. Mais le poker était au centre de ma vie, comme l'autre jeu l'était avant. Et du coup, la majorité de mes réflexions, elles étaient centrées sur comment devenir meilleur. Tiens, comment est-ce que y a cette main qui me reste dans la tête depuis tout à l'heure, comment je vais la résoudre. J'allais en m'endormant penser au poker, en me réveillant penser au poker. Quelque chose qui, j'imagine, raconté comme ça, peut avoir l'air un peu malsain. Mais du coup, c'est le mode de fonctionnement que j'ai eu. Et j'ai du mal à imaginer une façon où le poker est une partie de ta vie parmi tant d'autres, tu vois, où t'es vraiment passionné par la musique, t'adores sortir avec tes potes. J'ai du mal à imaginer que j'aurais pu avoir la progression que j'ai eue aussi rapidement si j'avais eu d'autres choses dans ma vie, autant de choses dans ma vie qui m'attiraient vraiment à ce moment-là, quoi. Alors, je sais pas, tu veux que je réponde aux deux idées ou je donne mon avis là-dessus En gros, comme c'est la seule chose que je connaisse, c'est cette quasi-obsession quand tu découvres le truc et tu y passes beaucoup de temps. En fait, pour moi, la façon dont je l'ai rationalisé après, c'est que quand tu découvres un truc que tu kiffes, t'as une espèce d'énergie qui est surnaturelle, tu vois. Où c'est incroyable le nombre d'heures que tu peux consacrer à réfléchir au jeu, à essayer de devenir meilleur, etc., à jouer même. Et ne pas capitaliser sur ce bond d'énergie initiale, c'est se tirer une balle dans le pied incroyable parce que tu l'auras plus jamais, en fait. Genre, tu vas l'avoir pendant 6 mois, 1 an, où tout va être
tellement facile quand tu vois, il y aura aucun effort à faire pour travailler ton jeu, pour aller jouer, parce que tu auras envie de le faire à 3000%. Et ça, je pense que ça peut être entretenu, cette passion et cette motivation. Mais déjà, c'est du travail que t'as pas à faire au début. T'as pas besoin de le faire parce qu'il y a aucun problème de ce côté-là. Et en plus, malgré tout, même en prenant vraiment soin de ces aspects-là, je pense qu'il y a quand même un effritement qui est un peu inévitable. Bien sûr. Ouais. Alors, déjà, je dirais que, tu sais, je sais pas si tu t'en rends compte ou pas, parce qu'après, tu sais, j'imagine que toi aussi, tu évolues avec des joueurs un petit peu comme toi, mais les personnes qui vont avoir cette attirance, cette appétence, etc., vraiment profonde pour le poker comme tu l'as eu, c'est très rare. Et que, en fait, je dirais d'accord, mais encore faut-il avoir ce feu autant que tu l'as eu. Ça, c'est le premier point. Tout le monde ne l'a pas. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ne peut pas devenir pro ou devenir un très très bon joueur? Non, je ne pense pas. Ça, c'est le premier point. Ceci dit, si on l'a, très bien, en effet, essayer de capitaliser dessus. Le deuxième point, je dirais que c'est attention sur ce quoi on capitalise. Il y a une différence, en effet, entre avoir le feu, comme on disait au départ, pour comprendre ce qu'est le poker, aller, j'imagine, mettre la tête dans le solver tous les jours, etc., et avoir le feu et se lever pour aller aux tables. Parce qu'encore une fois, là, on rentre juste dans des phénomènes d'addiction et avec ton système dopaminergique, globalement, qui est totalement cramé et qui ne peut être stimulé que par l'activité poker avec tout ce qu'elle génère derrière, donc l'argent, etc. Déjà, il y a deux approches bien différentes, donc faites attention à ça. Si des mecs se retrouvent, dans ton schéma avec autant de feu, très bien, capitalise. 2, attention sur quoi tu capitalises et ne te ments pas à toi-même. C'est vraiment différent. Et je pense que beaucoup de gens vont être je suis passionné. Frérot, t'es pas vraiment passionné. Juste t'as envie de gagner des millions. Ton cerveau est niqué par le jeu. Et c'est pas parce que t'es pro que t'es pas addict. Ça, c'est un premier point qui est vraiment, vraiment important à comprendre. Désolé un peu de casser des délires, mais c'est vraiment important. Et le troisième point par rapport à ça, c'est que je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Attention quand même au pas que ça peut prendre typiquement sur le bas de la pyramide de Maslow, entre guillemets, sur tes besoins fondamentaux. Donc ton sommeil, ta nutrition, parce que ça, tu vas le payer très rapidement. C'est-à-dire que tu peux capitaliser. Disons que plus tu es jeune, plus c'est facile. Si tu le fais à 19 ans, 20 ans, etc., pourquoi pas. À 25 ans, de toute façon, tu vas le payer. Donc capitalise autant que tu veux sur ce feu, à partir du moment où les 2 premiers points sont OK. Par contre, veille à ce que quand même ton sommeil, comme on le disait, soit très correct, parce que de toute façon, même pour tes performances et ta capitalisation, ce sera encore mieux, à manger quand même à peu près bien, à aller au sport, à voir des gens aussi. J'ai beaucoup trop de personnes qui se coupent totalement des relations, et Dieu sait, et la psychologie, bien au-delà de Dieu, sait que c'est important d'avoir ces comportements prosociaux et ces relations simplement avec des personnes. Donc ouais, le temps qu'après tu remplis tout ça et que tout le reste entre guillemets de ton temps pendant une période donnée est consacré totalement au poker, bravo champion, let's go. Si c'est sain et que c'est ok, tu vois. Ouais, d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une barrière qui est assez fine entre t'es ultra motivé parce que t'es super passionné et en fait t'es addict, donc ou en début d'addiction au moins. Ouais. Donc faire attention. Il y a des j'en parlerai plus tard, mais il y a des critères d'addiction qui sont assez clairs. Il y en a 9 dans le DSM, qui est un diagnostic médical en psychologie, entre guillemets, qui peut être super intéressant pour les gens d'aller s'auto-évaluer là-dessus. Donc, tu as 9 critères, tu peux t'auto-évaluer, savoir si tu es plus ou moins addict. Et c'est intéressant, je pense, déjà pour avoir un vrai œil objectif sur tes propres comportements, quoi. Voilà. C'est le genre de test que les gens aiment pas trop faire parce que ça apporte pas les réponses que. En fait, si tu le fais pour savoir si t'es addict, je pense que t'as 90% de chances de l'être. Enfin. Ça va, en vrai. Ça les va critères, ça va, ouais, ça va. Ils sont pas délirants, mais je sais que, ouais, moi, pour parler sincèrement, je sais qu'il y a des périodes de ma vie, je prends les 9 critères, j'avais les 9. Et bon, à partir de ce moment-là, tu te mets peut-être pas les 9, mais tu es obligé de te remettre en question, tu vois. Tu veux maigrir, machin. Bon, la première étape, c'est de constater que tu es obèse et de pas, être dans le déni par rapport à ça. Donc, je pense qu'en fait, de toute façon, je sais que c'est dur pour beaucoup de monde, mais de toute façon, si vous voulez devenir pro, c'est la première étape de comprendre ça, d'essayer de kick un petit peu tous ces comportements addictifs, de travailler dessus pour garder la partie seulement cool du poker. Même si, pour conclure, de toute façon, que vous le vouliez ou non, le poker va tout le temps niquer votre système dopaminergique. Ça, je l'ai déjà expliqué à beaucoup de personnes en privé ou quoi que ce soit. Par essence, le poker va niquer votre baseline en dopamine. Bon, c'est un peu complexe, mais
Vous allez forcément perdre de la motivation pour d'autres aspects de la vie, pour la lecture, pour la capacité d'aller au sport, d'aller voir des gens, pour des conversations qui peuvent paraître plates avec votre meuf ou des amis ou quoi que ce soit, parce que par essence, le poker génère ça et vous mique le cerveau, que vous soyez pro ou non. Donc, je pense que c'est important de lutter contre ça, de le comprendre, de lutter contre ça pour garder une pratique, bien que, comme tu disais, pleinement engagée ou professionnelle, mais garder une pratique saine. Ça, c'est, surtout maintenant, je lutterai contre ça vraiment parce que c'est trop important, quoi. Alex, avant qu'on continue sur la partie stratégique et par où commencer, parce que c'est un peu effrayant, tu vois, il y a plein de choses à apprendre sur ce jeu et des informations qui sont contradictoires selon quel contenu tu regardes, etc. Tu nous bombardes d'infos de grande qualité et on l'a dit, tu as une énorme expérience dans la pédagogie de la performance. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui a envie de bosser avec toi, où est-ce qu'il peut aller pour le faire? Je l'inviterai à me contacter en DM s'il veut. En fait, depuis 2-3 mois, je fais beaucoup moins de com. Simplement on va mettre ton Insta sur... Ouais, Insta ou même sur Discord sans problème. C'est Alex Coaching. J'ai réussi à choper juste Alex Coaching parce qu'ils ont refait le pseudo sur Discord il y a 3-4 mois. Tu l'as snap. Donc, Alex Coaching, c'est mon truc sur Discord. Ça, c'est trop bien. Nice. Mais ouais, je le dirais de me contacter. Simplement, je fais moins de communication parce que j'ai la chance, ça peut paraître être un brag, mais j'ai la chance d'être full en fait. Et à la fois, c'est dommage, mais d'être capé du coup. Je communique plus parce que sur les 2-3 prochains mois, globalement, je suis quasi full. Donc, c'est une chance, mais à la fois, voilà, c'est un peu casse-couille. Il faudrait que tu étudies un peu l'offre enfin, la loi de l'offre et de la demande. Et Elliot, quand il était full, il a juste triplé ses tarifs, tu vois. Et puis, il était toujours full, donc il les a retriplés. Ouais, c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Après, tu sais, je peux pas dire ça, mais ouais, j'ai un petit penchant parfois social à certains moments. Il y a des gens que alors c'est rare, et venez pas me voir en me disant que vous êtes broke parce que ça marchera pas. Mais il y a des gens que j'ai aidés quasiment gratuitement sur des programmes qui valaient 2K et je leur ai dit, vas-y, je te le fais à 200-300. Ça m'est arrivé très rarement, mais parce que le mec juste, c'est très rare. Encore une fois, c'est 2% des gens, donc venez pas me dire, ouais, machin, je suis broke, ça marchera pas. Surtout les gros grinders high stakes, là, je vous connais. Mais non, et sinon, pour petite promo quand même, là, en gros, je lance la plus grosse formation ever que je pense qui existe simplement sur le .fr. Alors peut-être avec le lot de PMS, mais c'est encore différent. Où en gros, pendant 1 an, je vais prendre une équipe de 12 joueurs simplement. Je fais 12 en marquant 5 comme ça, c'est génial. Mais globalement, une équipe de 12 grinders. Et en fait, c'est comme une année scolaire de la performance, entre guillemets, où pendant 1 an, de septembre à juin, on va travailler toutes les semaines avec des modules, avec un programme bien établi sur tous ces aspects que je viens d'évoquer à travers nos différents échanges. Et voilà, ça va être un projet qui est vraiment insane et il me reste entre 2 et 3 places seulement. Donc, si des mecs regardent l'interview et ça peut les intéresser, ça peut être cool, quoi. Voilà. Et qui sera d'ailleurs chez Spinelite aussi. Je sais pas si on peut l'annoncer, mais sinon on coupera au montage. Elle sera chez Spinelite, pas besoin de montage. Ouais, du coup, une des problématiques, c'est que tu as envie de progresser au poker et tu sais pas comment faire. Donc, moi, je parlais du coaching, mais parce que ça a été un truc qui a été fondamental dans ma carrière, ça m'a fait gagner un temps fou et c'est pour ça que j'ai essayé de reproduire ce schéma après. Du coup, on n'a pas accès au coaching parce qu'on n'a pas d'argent, c'est la galère et voilà. Et on a quand même besoin de progresser. Quelles sont les méthodes pour le faire et quelle est la plus efficace surtout? Je vais être assez clair là-dessus, même si évidemment il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais soyez dogmatique de fou. Les gens vont... Vas-y, excuse-moi. Ouais, pour notre public, ça veut dire quoi dogmatique? C'est pas du tout pour moi, hein. En gros, dogmatique dans l'idée de peut-être ne suivre qu'une seule personne, s'attacher à un seul courant, entre guillemets, de pensée, n'aller que dans un sens, en tout cas au début. Voilà, être très fermé presque dans son approche et dans une approche spécifique. Je vais m'expliquer. Je pense qu'une erreur fondamentale, vraiment de tous les débutants, c'est qu'ils ne savent pas, alors soit ils ne le savent pas par manque de connaissances, de compétences, ou simplement parce qu'ils n'y pensent simplement pas, trier l'information. Genre,
quand tu arrives et que tu veux jouer au poker, par exemple, tu arrives chez Spinelli, c'est très bien déjà, parce qu'au moins, il y a comme un cadre, tu as tes 2-3 coachs, etc. Et on va t'apprendre les ranges et machin, et tu vas évoluer avec d'autres joueurs qui en plus ont vu les mêmes choses au départ. Donc, tu rentres déjà, quand je dis dogmatique, tu rentres déjà dans une forme de formation très spécifique, tu vois. Problème, si tu vas sur ne serait-ce que Spin for Win, ou qu'après tu regardes aussi une masterclass sur Kill Tilt ou je ne sais quoi, ben, en fait, tu vas avoir des approches du jeu qui sont totalement différentes, avec des points de vue parfois divergents, etc. Même s'il y a évidemment des connaissances qui sont communes et qui vont nous permettre d'acquérir des compétences au poker, bah, tu peux avoir des divergences de points de vue sur plein de choses, etc. Et un mec qui débute, bah, en fait, il est totalement perdu là-dedans. Donc, quand je dis soyez dogmatique, c'est pas valable dans la vie. Par exemple, dans la vie, je pense que c'est tout l'inverse. On doit être capable de, certes, d'avoir ses propres façons de penser, etc., mais aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Par contre, je dis bien en débutant au poker, et ce n'est pas valable quand on va un petit peu plus loin. En débutant au poker, en gros, ayez un mentor. C'est un peu l'idée, un mentor où, voilà, prenez une masterclass, un truc, et ne mettez la tête que là-dedans, en ayant des œillères sur tout le reste pour l'instant. Pourquoi? Parce que comme tu l'as évoqué, ça va permettre d'acquérir des bases avec une stratégie d'évolution et d'acquisition des compétences qui est assez claire, bien déterminée. Et ensuite, une fois que tu as toutes ces bases, eh bien, tu peux t'ouvrir un petit peu au reste du monde. Et en plus, tu vas comprendre ce que les autres disent parce que tu as ces bases, tu vas pouvoir comparer, etc. Mais si tu fais pas ça, ben en fait, tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire 1 an à juste être totalement du pair dans la masse d'informations qu'il y a sur le poker, sur le point .fr. Et c'est catastrophique pour ton apprentissage, quoi. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est important. Ok, prenons le cas d'un joueur qui commence en spin. Ouais. Il faut qu'il trouve une source de contenu qui lui plaise, qui lui parle, Ouais. et avec laquelle, voilà, c'est pas besoin d'y passer des heures ou des semaines, des mois à trouver, mais il faut qu'il reste sur cette source le temps d'acquérir les bases. Ouais. Et ensuite, il pourra s'ouvrir à d'autres sources de contenu. Je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que le temps qu'on pourrait perdre à bah tiens, je vais commencer cette méthode et en fait lui il m'a l'air plus fort, je vais revenir en arrière, ou un peu que tu vois comme en investissement quand tu achètes des actions ou des cryptos, tu vois, et tu vois que ta crypto elle descend, genre t'achètes du Bitcoin et il fait moins 5%, vas-y, je vais acheter de l'Ether à la place, je vends mon Bitcoin, etc. Bah c'est un peu la même chose, je pense, pour l'acquisition des bases au poker, sachant que t'as juste besoin de quelqu'un qui sait jouer et qui bat des petites limites, en fait, pour t'apprendre ça. Donc, là-dessus, il va y avoir des vidéos stratégiques. On en a pas mal sur notre YouTube. On a aussi pas mal de gameplay qui sont très largement suffisants pour acquérir les bases. Vous pouvez aussi avoir accès à Spin for Win si vous êtes affilié à Spin Elite, soit sur Unibet, soit sur PMU, où là, il y a des milliers de vidéos. Des centaines? Il y en a 1000 sur Spin for Win, il y en a 1000. Ok, donc pas des milliers, pas des centaines, 1000. 1000 vidéos stratégiques auxquelles vous pouvez accéder gratuitement. Et ça sera très très largement suffisant pour créer des bases qui vont être solides. Une fois qu'on a ça... Si je peux me permettre, Raph, ouais. Même dans Spin for Win, il faut faire attention et il y a déjà une nécessité de tri d'informations. Ou alors, à moins que tu suives vraiment, tu vois... un mec ou deux grand maximum et que tu essayes de regarder, parce que c'est très très facile d'aller sur Spin for Win et de se dire bon, bah, je vais regarder aussi une vidéo de Raph qui est très cool. Alors bon, faudrait pas le faire, je pense, au départ, hein, sincèrement, mais voilà, et le mec se perd un petit peu et on est presque sur un entre-deux entre un vrai modèle d'apprentissage et quelque chose de trop flou dans lequel une personne totalement débutante va quand même devoir essayer de structurer son apprentissage. Donc je te rejoins, mais je dirais que le mieux, c'est encore une formation claire, etc., quoi. Même si Spin for Win est très bien, les gars. Hein, y a pas de... Tu sais quoi, peut-être que c'est une bonne idée d'un truc qu'on pourrait faire sur notre YouTube. Ouais. Genre, je commence le poker, je suis très chaud, j'ai envie de devenir le meilleur joueur possible. C'est quoi la meilleure base possible pour arriver là? Parce que c'est un produit qui est quand même assez manquant, en fait. Et la qualité de cette base va quand même avoir un impact qui va être super important pour la suite, quoi. Totalement. Et sans parler derrière des problèmes de démotivation d'un mec qui, tu vois, un mec qui va à droite à gauche, comme ça, comme un poulet sans tête, et qui se rend compte après 2 mois, 3 mois qu'il évolue pas, non pas parce qu'en fait il est mauvais, mais simplement parce qu'il n'a jamais compris comment il fallait structurer son apprentissage. Bah derrière, ce qui se joue d'un point de vue mindset, justement, ça peut être super intéressant. Sa confiance en lui qui baisse, sa motivation qui est en régression totale, et il va être amené à give up, etc. Alors que ça se trouve, il avait les compétences pour pouvoir tout péter, peut-être même, c'est possible. Tu vois, il y a peut-être des carrières qui
qui sont tués dans l'œuf, entre guillemets, parce que mauvaise structure d'apprentissage dès le départ. Je pense que c'est vraiment possible. Donc, ouais, je te rejoins, ça, c'est un format qui serait génial, clairement. Il y a un conseil que je voudrais donner aux gens on va consommer du contenu, on va être amené à regarder des joueurs plus expérimentés en train de jouer, soit sur Twitch, soit sur YouTube, des formats comme ça, ou soit même via Masterclass. Si un mec explique son play et dit ouais j'ai fait ça pour ça, et qu'on n'arrive pas à comprendre malgré l'explication pourquoi il a fait ça, faut pas le faire. Et globalement, c'est un truc que j'essaierai d'appliquer à tout ce que vous allez rentrer dans votre jeu. Ne faites jamais un truc que vous comprenez pas. Par exemple, vous avez vu un solver qui prend un play vraiment bizarre et vous dites c'est cool, je vais faire ça dans mon jeu, mais vous captez pas pourquoi vous le faites. Vous allez le faire n'importe comment dans des situations où ça s'applique pas et ça va pas résonner en vous au moment où vous êtes en train de le faire. Donc c'est un play dont vous allez douter en permanence quand ça va pas marcher, etc. Ça va déséquilibrer tout votre jeu, toutes vos convictions, etc., etc. Bref, ça a que des aspects négatifs. Et j'aurai la même approche avec le contenu que vous consommez. Essayez pas de reproduire uniquement, tout ce que vous voyez. Essayez de reproduire ce qui a du sens et ce que vous avez compris dans ce qui vous a été expliqué lorsque vous avez consommé. Totalement. Une fois, je me suis pas embrouillé, mais avec un coach MTT assez connu sur Insta, où il me disait, parce qu'en fait, je parle exactement de ça en story. Et il me disait, non, mais n'importe quoi, on évolue par mimétisme et tout. Je dis, oui. Ok. Alors, dans certaines circonstances, c'est possible, mais je pense que ce besoin de compréhension est quand même fondamental à 95% globalement dans ce que tu fais, quoi. Mais, ouais. Le mimétisme, il n'y a rien qui l'empêche d'être intelligent, quoi. Ah oui, non, c'est ça. Mimétisme compris, pas de problème. Intelligent, sélectif et... Bien sûr. Et bien sûr. Et il y a un petit truc auquel je pensais, je crois que je me suis un peu perdu. Oui, je dis toujours aux gars, allez chercher l'information dont vous avez besoin. C'est pas évident quand tu es en low stakes, c'est que tu comprends rien en poker. Par contre, dès que tu commences, en fait, la première chose que tu dois faire quand tu démarres, c'est comprendre ce dont tu as besoin pour, comme tu m'as tout à l'heure parlé, battre ton environnement. Ok, je joue en 2-5. Admettons, je suis totalement novice, je comprends rien, je sais même pas ce que c'est des ranges, etc. En fait, mon but, c'est d'abord de comprendre ce qu'il faut pour pouvoir battre cette 2-5. Et là, tu comprends que, en fait, il faut avoir des ranges. Ok, donc ça, c'est la première base. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout structurer mon apprentissage sur les ranges. Donc, les vidéos spin for win, je vais les faire sur les ranges. Je vais aller essayer de trouver des bonnes ranges. Je vais discuter avec des collègues sur des ranges, etc., etc. Jusqu'à ce que tu estimes qu'en gros, il y ait une autre compétence. Ça ne veut pas dire qu'il faut solve la compétence à 100%, mais jusqu'à temps que ça, ce soit suffisant. Mais cette compréhension et cette intentionnalité de qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour ensuite aller chercher le contenu, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas subir le contenu. C'est pas juste en mode « cette vidéo, elle a l'air cool. C'est une vidéo de 5 € et moi, je joue en 5 €, je vais aller voir. » Alors, il y a des informations forcément très pertinentes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cette intentionnalité et ça va être forcément bloquant dans le processus d'apprentissage. Donc, pour conclure, essayez de comprendre ce dont vous avez besoin. Et une fois qu'on a ça, on va chercher l'information plutôt que de la subir. Et toute information qu'on subit, avec mes élèves, perso, j'ai comme un protocole qui est assez clair de filtrage de l'information. Mais je pense qu'il faut y travailler. Ouais. Je suis 100% d'accord. Sur les ranges, c'est la première étape, c'est la situation dans laquelle on va systématiquement se retrouver. On n'est pas obligé de se retrouver river, ça va même arriver assez rarement. Par contre, pré-flop, on va y être, et si on fait n'importe quoi, c'est dommage, surtout que c'est la partie la plus facile à travailler. Par rapport à ça, il y a deux choses que je voudrais mentionner. La première, c'est que on est partenaire de GTO Wizard et vous avez les ranges GTO sur tous les formats qui sont disponibles gratuitement sur GTO Wizard. Le lien est en description, donc n'hésitez pas là-dessus. La deuxième, c'est que les ranges GTO, c'est des ranges qui sont faites pour jouer contre des robots, en gros, pour le dire simplement, et que vous allez jouer contre des humains qui sont pleins de faiblesses et qui font des grosses erreurs. Chez Spinelli, on a des ranges qui exploitent ces erreurs au maximum et qui vous permettent de maximiser les chances de battre un format donné par rapport à des ranges GTO. Je pense que c'est bien d'avoir la base des ranges GTO, d'autant plus qu'elles sont gratuites et facilement accessibles. Donc, n'allez pas acheter des ranges GTO pour 800 €. C'est quelque chose qui
On a déjà entendu parler de ce genre de choses. C'est gratuit sur GTO Wizard. Pas besoin de s'abonner ou quoi que ce soit. Simplement d'avoir un compte. Ils vous spamment pas d'emails promotionnels, etc. Donc, tout va bien. Deuxième chose, est-ce que... Donc, on avance sur les ranges et on commence à les maîtriser. On commence à être super à l'aise pré-flop, à comprendre comment on a envie de dévier selon les informations que nos adversaires nous renvoient à la table, etc. Là, on atteint un niveau de maîtrise qui commence à être un peu intéressant. On va se retrouver pas mal au flop. Est-ce que tu procéderais comme ça pour tout le déroulé du coup, créer des automatismes flop, puis après, une fois qu'on commence à être à l'aise flop, aller vers la turn ou la river, ou comment tu vois la chose? Alors là, pour le coup, je suis pas du tout assez compétent là-dessus, quoi. Je sais pas s'il y a une structure d'apprentissage théorique claire une fois qu'on a franchi ces ranges, etc. Et tu vas certainement pouvoir répondre à la question bien mieux que moi. Donc ouais, je vais passer mon tour sur cette question. Et théoriquement, en tout cas sur la technique et de la théorie, si on parle de théorie de l'apprentissage, je peux en discuter. Mais là, est-ce que il vaut mieux faire ça ou bah justement, je te retourne la question. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux peut-être travailler sur d'autres leaks qui sont plus évidents ou quoi que ce soit? Quel serait le process? Ouais, c'est une question qui est pas si facile finalement parce qu'il y a pas mal de théoriciens du poker qui ont écrit des livres, par exemple, j'ai en tête Will Tipton qui a écrit un livre sur le heads up qui a été très populaire à l'époque, mais qui a déjà une dizaine d'années. Et en gros, qui faisait commencer son livre à la river. Donc, si tu voulais avoir les stratégies pré-flop, il fallait aller à la fin du livre. C'était assez perturbant pour moi à l'époque. Et je pense que ça a du sens d'un point de vue stratégique, j'y reviendrai. Mais la problématique, en fait, c'est que pour moi, tu as besoin d'abord de savoir ce que tu fais en gros, flop, turn. Donc, dans les situations que tu vas rencontrer le plus souvent. Donc, pour moi, c'est sûr que le poker est plus naturel quand tu commences de la river et j'expliquerai pourquoi. Mais au début, ça a du sens de commencer bêtement par le pré-flop, flop, turn, river et de simplement maîtriser les situations que tu vas rencontrer le plus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de commencer par la river? Parce qu'à la river, tout est plus simple d'une certaine manière. Il n'y a pas de street suivante, donc il n'y a pas d'équité qui vont changer de cartes à venir. Donc tous les maths sont très simples et ça va te permettre d'avoir quand tu veux travailler les concepts d'inexploitabilité et tout ça, c'est des choses que tu vas pouvoir faire à la river beaucoup plus facilement que si tu travaillais au flop et à la turn. L'autre aspect qui est vraiment super intéressant quand tu bosses river, c'est, admettons, tu es sur une situation, tu te dis, tiens, là, j'ai rencontré ce spot river, ok, je vais le bosser. Et en fait, le fait de le bosser, ça va te faire progresser pré-flop, flop et turn. Parce que tu veux dire, what the fuck, je suis en train de bosser ce spot et ma range, elle est censée ressembler à ça, mais dans la réalité, elle ressemble pas du tout à ça. Enfin, je sais que, tu vois, j'ai pas ces mains-là à la river qui arrivent dans ces proportions-là. J'ai pas du tout suffisamment de mains fortes dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai mal fait avant, dans le coup, qui fait que je me retrouve ici avec une range qui est complètement différente de ce à quoi elle devrait ressembler d'un point de vue théorique. Donc, pour moi, dans un premier temps, on commence naturellement pré-flop, flop, turn, river. Et après, une fois qu'on atteint un niveau de compétence qui est assez élevé, la river va devenir la street la plus importante. Il y a un autre aspect qui est très intéressant avec la river, c'est que les erreurs des joueurs, elles vont s'accumuler à toutes les streets. Et du coup, si tu essayes de tirer de l'edge pré-flop, tu vas en avoir un peu. Flop, ça va être encore un peu plus parce que tu capitalises sur les erreurs pré-flop plus les erreurs flop de ton adversaire. Mais ce que ça veut dire, c'est que les déséquilibres et les erreurs, là où ils sont le plus importants, c'est river. Parce qu'ils se sont accumulés sur beaucoup plus de branches de décision possibles. Et du coup, river, tout le monde joue n'importe comment en réalité. Parce que les erreurs se sont multipliées les unes entre les autres. Et donc, être capable de capitaliser sur ces erreurs, c'est ce qui va faire la différence entre un win rate qui est moyen et un win rate qui va être excellent, selon moi. C'est un peu contrebalancé par le fait que c'est des situations qui arrivent moins souvent, mais les différences d'edge sont tellement importantes et le fait de devenir bon river te fait tellement progresser dans tous les compartiments du jeu que pour moi, c'est le plus puissant. Mais c'est un truc qui est pas du tout prioritaire au début et qui s'applique un peu plus tard. Ok. Tu penses que du coup,
tu conseillerais ça, par exemple, à un joueur, genre à partir des 5-10 dans son process? Non, je pense que en 5-10, il y a encore trop de choses, trop de bases qui sont manquantes pour avoir ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment un truc qui s'adresse aux joueurs qui sont professionnels et qui commencent à travailler dans des environnements qui sont vraiment compétitifs je pense qu'en 5-10, il y a des trucs tellement simples à changer chez un joueur qui vont avoir un impact tellement drastique que utiliser ce type de méthode, ça va pas être très impressionnant, quoi. Ah, ok. L'autre point que j'ai aussi pour la suite, c'est que souvent on parle du poker comme l'application de stratégie et en gros les joueurs qui sont forts, c'est ceux qui appliquent les meilleures stratégies et qui vont être le mieux capables de reproduire ce qu'ils ont appris, etc. Et pour moi, il y a trop de joueurs qui sont dans cet état d'esprit-là, à savoir on va recracher des stratégies et qui oublient complètement la partie dynamique du poker. Et c'est quelque chose que les générations précédentes avaient un peu plus, tu vois, où il y avait beaucoup plus de metagame et ça en devenait n'importe quoi. Il y avait 4 bêtes, 5 bêtes, 6 bêtes, 7 bêtes, 8 bêtes, tu sais pas trop pourquoi en MTT, et puis 9 bêtes fold, voilà, des trucs complètement ouf. Mais il faut pas oublier cette dimension de vous jouer à un jeu qui est très dynamique avec face à des adversaires qui ont des émotions, qui vous lâchent une tonne d'informations qui sont pas que vous allez pouvoir utiliser. Et si on n'est pas capable d'intégrer cette composante dynamique et d'avoir un jeu qui va évoluer selon les informations qu'on récupère, en fait, on sera jamais un bon joueur de poker. Si on n'est pas capable de comprendre que quand on met nos adversaires dans des situations inconfortables de façon répétée, on va créer du déséquilibre dans leur jeu, on va les faire se refermer sur eux-mêmes, on va les faire devenir des joueurs prévisibles. En fait, on loupe toute une dimension du jeu. Et on a beau avoir les stratégies les plus... avoir bien mieux travaillé nos stratégies que nos adversaires, on a oublié une partie du fonctionnement du jeu. Et c'est quelque chose qui est important pour moi et que j'essaye de transmettre aux joueurs que je coach au maximum. Pareil, même question. Du coup, est-ce que cette c'est pas de la créativité, mais cette dimension du jeu, on attend quand même un certain niveau pour l'avoir? Ouais, bien sûr. Ouais, ok. C'est important, on peut préciser, parce que je sens qu'il y a des mecs qui vont faire des dingueries à partir de 10 ans. Tu vois, mais je pense que, un peu comme le mental, où ça devrait pas être négligé dès le début, c'est important d'être conscient. Déjà, ça peut renforcer l'attrait qu'on a pour le jeu, de comprendre comment il fonctionne. Et waouh, c'est pas simplement un jeu de stratégie travaillée qui vont ensuite être appliquées. Il y a des dimensions vraiment encore plus complexes. Mais du coup, oui, c'est sûr que c'est pas la priorité au début, mais on doit y être introduit à petite dose. Comprendre que l'agressivité crée de la panique, des réflexes défensifs chez nos adversaires, et c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser de façon hyper puissante, en fait. Intéressant. Ok. Ouais. Donc ouais, c'était important pour moi de parler de cet aspect-là. On a bien fait le tour. Peut-être un dernier truc sur le côté stratégique. Qu'est-ce que tu parler un peu des groupes de travail, des gens dont on s'entoure globalement dans le poker. Je pense que c'est un peu la même dimension que de se faire coacher. C'est-à-dire que si tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider, avec lesquels tu peux échanger, tu vas juste aller 10 fois plus vite que si tu étais solo. Donc pour moi, c'est un aspect qui est vraiment important. Ça permet aussi de se couper un peu du côté solitaire du poker, ultra compétitif et un peu sordide parfois. Donc ouais, vraiment, vraiment super important pour moi. Un truc que j'aime bien rappeler, c'est que Fedor attribue son succès à son groupe de travail, en gros. Il dit j'avais le meilleur groupe de travail du monde, je suis devenu le meilleur joueur du monde. Ouais. C'est facile. C'est clair et net. C'est clair. Et je pense, par rapport à ça, on se dit,
bah, il a chaté, il a eu un bon groupe de travail et bah, bien joué à lui. Du coup, il est devenu ultra fort. Mais on est vraiment responsable de, tu vois, admettons un groupe de 4. Bah, on peut être le moteur du groupe en question et apporter une tonne de value au groupe. Et si on apporte une tonne de value au groupe, bah, mécaniquement, les gens vont être motivés à apporter de la value au groupe de leur manière, à tryhard et à essayer de trouver des choses qui peuvent aider le groupe, etc., etc. Parce qu'ils vont bien se rendre compte que toi, tu vas te démotiver bah, si t'es le seul à bosser pour le groupe, etc., etc. Donc, j'ai été dans pas mal de situations où des joueurs créaient des groupes de travail et ils étaient vraiment sur la défensive au début, en mode j'ai pas envie de dévoiler mes stratégies parce que peut-être après ça va me retomber dessus et j'ai pas envie d'être le dindon de la farce, être le seul à faire progresser les joueurs et tout. Et je pense qu'il faut avoir l'attitude complètement inverse et se dire je m'en fous complet. Je balance un max de trucs au début et s'il se passe rien derrière, bah tant pis, tu vois. Toi, tu vas continuer à progresser, tu vas continuer à être positif et le savoir que tu as partagé à ce moment-là, ça représente qu'une infime dose de ce que tu vas pouvoir partager un mois plus tard, quoi. Et ouais, donc... mais en fait, on n'est pas très bon de manière générale pour travailler en groupe, j'ai l'impression, quoi. On réfléchit pas à ça, je pense. Ouais, il y a forcément notre ego qui prend le dessus, etc. C'est presque un instinct de survie, tu vois, quand tu cherches à protéger des données, protéger toi, ton petit monde, etc. Mais de toute façon, le groupe est trop important. Je pense que de toute façon, des mecs tu parlais tout à l'heure d'un mentor. La différence d'évolution entre un mec qui est vraiment solo et un mec qui a un mentor, elle est délirante. Parce qu'en gros, voilà. Et en groupe, de par cette émulation, alors est-ce que c'est le même système? Pas vraiment. Mais globalement, cette émulation vous permet de faire x5, x10 sur l'apprentissage général. Parce que remise en question, parce que voilà, ah oui, et ça, tu vois, c'est évident. Je pense que, il faut pas hésiter à être, à demander, quoi, à essayer d'être moteur, comme tu disais, sur la création de groupe, etc., que ce soit intra-Spinelli ou à l'extérieur, essayer d'être moteur. Ça marche pas. Et réessayer autre chose globalement et essayer d'aller trouver un autre groupe et essayer de créer des opportunités. C'est vraiment trop important. Il y a un petit truc que j'aime bien dire. Alors, je pense que si tout le monde a le même niveau, c'est très cool. Essayez d'aller trouver des mecs qui sont légèrement meilleurs que vous, sans leur faire comprendre qu'ils sont légèrement meilleurs. Et essayez de vous entourer de ces mecs-là. Pourquoi? Parce que je vois trop de joueurs qui essayent d'aller demander ou de s'entourer de mecs trop forts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue juste relationnel, ces mecs-là, ils en ont rien à foutre de vous, en réalité, et qu'ils n'ont pas de value à tirer de ça. Et si on arrive à trouver des mecs qui sont légèrement au-dessus de nous, qui ne comprennent pas forcément et qui auront de façon, quoi qu'il en soit, des choses à tirer de vous parce que la différence d'écart de niveau, elle n'est pas si énorme, c'est vraiment le genre de profil qui est parfait. Donc, comment on évalue ça, etc., on s'entend. Mais je pense que elle est là aussi, peut-être la recherche de bonnes personnes autour de nous, en tout cas techniquement, ou quoi que ce soit. Moi, c'est un truc que j'ai compris assez rapidement. Par ego, au départ, j'essayais de m'entourer de personnes trop fortes. Tu te fais recal, etc., parce qu'en fait, tu n'as rien à leur apporter. Et vraiment, l'intérêt à essayer de fonctionner comme ça, step by step, jusqu'à ce que tu arrives avec des mecs qui sont tout en haut de la pyramide, parce que toi, tu y es aussi plus ou moins et tu as quelque chose à leur apporter. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme réflexion. Et le dernier point, qui est tout bête, il y a cette fameuse citation, genre les 5 personnes autour de toi représentent ce qui t'es, je sais plus exactement. Je sais pas si c'est vraiment vrai, il n'y a pas eu d'études là-dessus claires qui démontrent que ta personnalité dépend des 5 personnes qui t'entourent. C'est un peu une citation qui est marrante. Mais ce qui est clair, c'est que dégage de ta vie les personnes qui sont trop négatives et qui ne t'apportent rien. Si c'est un pote, c'est trop compliqué, je le conçois, mais j'ai des mecs qui sont dans des groupes de wine, de machin, mais en fait, mais bouge de là, quoi. La négativité, elle bute ta performance, elle bute ton évolution. Tu es en train d'alimenter des choses qui sont horribles. Ça veut pas dire qu'on peut pas parler de gestion émotionnelle, parfois de tilt, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, je parlais avec ça d'un grinder aujourd'hui qui me dit, ouais, moi j'ai un très bon collègue à moi de jeu qui whine tous les jours, qui se rend pas compte, machin. Et je dis, mais dégage. Je dis, c'est ton pote? Il me dit non, c'est pas mon pote. Je dis dégage-le, c'est terminé, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. L'importance de l'entourage, tu vois, elle est insane, Raph, vraiment. Genre, peut-être plus pour parler de moi là-dessus très rapidement, mais on n'est pas forcément potes, mais je sais que tu as eu un rôle vraiment important, tu vois, ouais,
ouais, dans ma vie, tu as eu un rôle important d'une certaine manière. Allez Parce qu'en fait, là. ah non, mais c'est vrai, tu vois, c'est comme un modèle, en fait, genre de vas-y, tu vois, le gars qui réussit, machin, etc. Puis en plus, on a échangé sur plein de sujets. Bref, mais tu as eu un rôle super important. Et je pense à toi forcément. Et c'est pas parce que tu es là, je le dirais vraiment. Si je devais parler de 5 personnes qui m'ont influencé dans ma vie, je te mettrais dedans. C'est cool, Et merci. ça, et ça c'est super important, l'entourage. Parce que je vous donne une anecdote très bête, plus par rapport aux finances, pas la gestion des finances, mais quand j'étais petit, j'ai évolué dans un milieu où en fait, on n'avait pas d'argent du tout. Et je me souviens d'une anecdote où je l'ai déjà raconté à certains en coaching de groupe, où en fait, un jour, j'étais dans la voiture avec ma mère, etc. Et je sais que ma sœur, elle a plutôt une bonne situation financière, entre guillemets, puisqu'elle s'est mariée avec un gars qui n'est pas richissime, mais voilà, ils ont construit une bonne vie de famille et tout. Et un jour, j'ai dit à ma mère à 18 ans, mais est-ce que tu penses que, en parlant de ma sœur, genre, elle a 10 000 € sur son compte, tu vois? En mode, j'étais là, waouh, c'est incroyable d'avoir 10K, tu vois, genre, c'est un truc de fou et tout. Et ma mère, elle était là, ouais, je pense qu'ils ont 10K et tout, machin. Alors bon, les 10K à l'époque valaient peut-être pas ce que ça vaut maintenant, ça a peut-être moins d'importance maintenant, c'était il y a peut-être déjà 15 ans. Maintenant, Voilà. c'est 1 million. Voilà, peut-être. Et j'étais là en mode impossible d'avoir 10K, tu vois. Bon, j'avais 18, 19 ans. Et en fait, tu t'entoures de personnes, genre petit à petit, parce que ascenseur social, alors est-ce que c'est bon, pas bon? Parce que le poker, parfois, faut faire attention aussi, hein, ça peut être un peu mindfuck, hein, tu rentres dans un milieu, il y a des mecs qui gagnent 1 million, alors que toi, t'es nul à chier. Voilà. Mais t'entourer de manière saine de personnes comme toi, de gars, j'ai bien d'autres exemples qui, en fait, te montrent que, là, je parle de l'argent, mais ça peut être sur des valeurs, sur plein d'autres choses. Bah, en fait, 10K, en gros, c'est R et que c'est qu'une question de ce que tu fais, de voilà, machin. Ça change totalement ton paradigme des choses, ta motivation. Et en fait, c'est là que je dis la force de l'entourage dans toute ton évolution, elle est trop importante. Et pour conclure, je vais pas être trop long là-dessus, mais plus tu arrives à t'entourer de personnes comme ça qui vont avoir un impact positif sur toi, qui vont casser certaines croyances, comme la financière ou d'autres, c'est juste délirant. Et si tu es solo ou à l'inverse, que tu t'entoures toujours des mêmes personnes qui sont soit négatives, soit qui te font stagner, c'est un frein monstrueux au-delà de ton évolution poker à ta vie. Et genre ça, mais c'est la force de l'entourage, c'est insane. Et si je peux me permettre un dernier mot, maintenant on a la chance via nos réseaux sociaux que l'entourage peut être virtuel et que le contenu que vous mangez, je vois ça comme de la nourriture, les bouquins que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, c'est insane dans la force que ça peut avoir de vous faire changer de mindset, de casser encore une fois certaines croyances limitantes ou je ne sais quoi et de changer de paradigme sur la vie, sur votre futur et tout. Donc, alimentez-vous des bonnes choses, entourez-vous des bonnes personnes, soyez vraiment très sélectif là-dessus. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est comme des aliments, en fait, littéralement. Et les personnes, encore une fois, qui sont autour de vous, les bouquins, les podcasts, tout ça, en fait, c'est un choix. Vous choisissez vos sources et ça déterminera la personne que vous serez dans 4, 5, 10, 20 ans. C'est une certitude. Je, je suis d'accord avec toi sur le fait que les réseaux et tout ça, ça renferme des pépites incroyables. Et genre des trucs où, en fait, s'il y avait marqué la value du truc qui est gratuit devant nos yeux et genre à quel point ça peut transformer notre vie ou nous aider ou même être juste une value monétaire, combien ça va nous rapporter d'absorber ce contenu. Genre, on hallucinerait devant certains trucs. Par contre, je pense qu'il y a 99% des trucs qui ont une valeur négative et qui nous butent en fait quoi. Genre, et du coup, pour moi, si on fait pas le tri, et c'est pas évident de faire le tri, c'est mieux pas de réseau enfin, clairement, ouais. Ouais. Complètement, c'est mieux de complètement couper les réseaux si on n'en a pas une utilisation qui est genre top sharp, quoi. Bien sûr. Et quand je parle de réseau, je parle pas d'Instagram, etc. Je parle pas de TikTok, je parle pas d'Insta, je parle plus de YouTube et des podcasts, Ouais, ouais. globalement. Mais encore une fois, tous les podcasts, je te rejoins totalement. C'est comme si tu avais un énorme rayon au supermarché et qu'en fait, bah, il y avait de tout et qu'il y avait que genre un aliment, je te rejoins totalement sur 100 qui est trop bon. Maintenant, il faut avoir la capacité de se dire, bah, cette source-là, je la choisis. Par contre, dès que tu l'as trouvée et que tu as la connaissance pour sélectionner cette source, eh bien, alimente-toi uniquement de ce genre de choses. Pas forcément que de cette source, mais voilà. Sélectionnez vos sources avec précision et ne vous alimentez que de ces sources-là. Pareil dans vos lectures, machin, parce qu'on peut vite lire un livre par jour, mais là, n'importe quoi et ça n'a aucun sens. Mais ça, je pense que c'est presque une éducation que tu vas avoir sur ta capacité à sélectionner tes sources. Et ensuite, c'est juste insane, quoi, vraiment. Mais bon, on pourrait parler de ça 100 ans, mais trop important. Ouais. Yes.
Bah écoute, c'était giga intéressant. Je pense que j'espère qu'on fait partie des trucs qui vont avoir de la value pour les gens. Bon là, j'en suis sûr en vrai. Je suis convaincu qu'on a donné pas mal de bons conseils pour bien démarrer sa carrière ou au moins sa progression au poker. Merci à toi, c'était ultra cool. Merci à toi, ouais, trop cool. Plein de conseils de ouf. Et même moi, en fait, il y a plein de moments où je me suis dit, bah, genre, mon opinion de base, c'est celle-ci. Et en t'entendant parler, ça fait, genre, je me suis dit, mais en fait, ça a totalement sens, en fait. Par exemple, sur l'aspect, il faut travailler son mental dès le début, ou en tout cas, il faut l'entremêler avec avec la technique le plus rapidement possible. Bah, ouais, c'est juste complètement logique, quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais pas été capable d'intégrer ça avant à un moment, mais bref. Merci à tous les gars, abonnez-vous à la chaîne en fin de vidéo, comme ça plus personne n'est là, parfait. Et rejoignez Spinelli. Et rejoignez Spinelli. Non mais super cool. Ciao ciao, salut. Merci beaucoup Rafa, à bientôt. Salut les gars, ciao ciao.